Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du Capitaine Fracasse, qui est un roman historique de Cap et d'Épée de Théophile Gautier qui est paru en 1863. Je vais donc poursuivre cette lecture, nous en étions toujours au chapitre 3, l'auberge du soleil bleu. Et je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. J'eusse dit qu'il était excellent, maître Chirigiri. Et j'aurais loué comme il convient le mérite non pareil du cuisinier. Mais à quoi sert de nous allumer cruellement l'appétit par des mets fallacieux, digérés à l'heure qu'il est, car vous n'y avez pas épargné le poivre, le piment, la muscade et autres éperons à boire. Au lieu de ces plats défunts, dont la succulente ne peut être révoquée en doute, mais qui ne saurait nous sustenter, récitez-nous les plats du jour, car l'aoriste est principalement fâcheux en cuisine et la faim aime à table, l'indicatif présent. Foin du passé, c'est le désespoir et le jeûne. Le futur, au moins, permet à l'estomac des rêveries agréables. Par pitié, ne racontez plus ces gastronomies anciennes à de pauvres diables affamés et recrus comme des chiens de chasse. Vous avez raison, maître. Le souvenir n'est guère substantiel, dit Chirigiri avec un geste d'assentiment, mais je ne puis m'empêcher d'être au regret de m'être ainsi imprudemment dégarni de provisions. Hier, mon garde-manger regorgeait et j'ai commis, il n'y a pas plus de 2 heures, l'imprudence d'envoyer au château mes 6 dernières terrines de foie de canard, des foies admirables, monstrueux. De vrais bouchers de roi. Oh, quelles noces de canard et de gamache l'on ferait de tous les mets que vous n'avez plus et qu'ont dévoré des hôtes plus heureux. Mais c'est trop nous faire languir. Avouez-nous, sans rhétorique, ce que vous avez après nous avoir si bien dit ce que vous n'aviez pas. C'est juste. J'ai de la garbure, du jambon et de la merluche, répondit l'hôtelier, essayant une pudique rougeur, comme une honnête ménagère prise à dépourvu, à qui son mari amène 3 ou 4 amis à dîner. Alors, s'écria en chœur la troupe famélique, donnez-nous de la merluche, du jambon et de la garbure. Mais aussi, quelle garbure, poursuivit l'hôtelier, reprenant son aplomb et faisant sonner sa voix comme la fanfare d'une trompette. Des croûtons mitonnés dans la plus fine graisse d'oie, des choux frisés d'un goût ambroisien, tel que Milan n'en produisit jamais de meilleur, et cuits avec un lard plus blanc que la neige au sommet de la Maladetta. Un potage à servir sur la table des dieux. L'eau m'en vient à la bouche. Mais servez vite, car je crève de mal, rage de faim, dit le tyran avec un air d'ogre subodorant, la chair fraîche. Zagariga, dressez vite le couvert dans la belle chambre, cria Chirigiri à un garçon peut-être imaginaire, car il ne donna pas signe de vie, malgré l'intonation pressante employée par le patron. Quant au jambon, j'espère que vos seigneuries en seront satisfaites. Il peut lutter contre les plus exquis de la Manche et de Bayonne. Il est confit dans le sel, j'aime, et sa chair, entrelardée de blanc et de rose, est la plus appétissante du monde. Nous le croyons, comme précepte d'évangile, dit le pédant exaspéré, mais déployez vivement cette merveille jambonique, ou bien il va se passer ici des scènes de cannibalisme, comme les galions et les caravelles naufragés. Nous n'avons pas commis de crime, ainsi que le sieur Tantalus, pour être torturés par l'apparence de mets fugitifs. Vous parlez comme de cire, reprit Chirigiri du ton le plus tranquille. Oh là, oh, toute la marmitonnerie, qu'on se démène, qu'on s'évertue, qu'on se précipite. Ces nobles voyageurs ont faim et ne sauraient attendre. La marmitonnerie ne bougea non plus que le Zagariga susnommé.
sous le prétexte plus spécieux que valable qu'elle n'existait pas et n'avait jamais existé. Tout le domestique de l'auberge consistait en une grande fille hâve et déchevelée, nommée la Mionnette. Mais cette valetaille idéale, qu'interpellait sans cesse maître Chirigiri, donnait, selon lui, bon air à l'auberge, l'animait, la peuplait et justifiait le prix élevé de l'écho. À force d'appeler par leur nom ses serviteurs chimériques, l'aubergiste du Soleil Bleu était parvenu à croire à leur existence. Et il s'étonnait presque qu'ils ne réclamassent point leur gage, discrétion dont il leur savait gré d'ailleurs. Devinant au sourd chaplis de vaisselle qui se faisait dans la pièce voisine que le couvert n'était pas encore mis, l'hôtelier, pour gagner du temps, entreprit l'éloge de la merluche, thème assez stérile et qui demandait certains efforts d'éloquence. Heureusement, Chirigiri était accoutumé à faire valoir les mets insipides par les épices de sa parole. Vos grâces pensent sans doute que la merluche est un régal vulgaire. Et en cela, elles n'ont pas tort. Mais il y a merluche et merluche. Celle-ci a été pêchée sur le banc même de Terre-Neuve par le plus hardi marin du golfe de Gascogne. C'est un merluche de choix, blanche, de haut goût, point coriace, excellente dans une friture d'huile d'Aix, préférable au saumon, au thon, au poisson épais. Notre Saint-Père, le Pape, puisse-t-il nous accorder ses indulgences, n'en consomme pas d'autres en carême. Il en use aussi les vendredis et samedis. Et tel autre jour maigre quand il est fatigué de sarcelles et de macreuses. Pierre Lestorba, qui m'approvisionne, fournit aussi sa sainteté. De la merluche du Saint-Père, cela, cap dédius, n'est pas à mépriser. Et vos seigneuries, songeant à ne pas faire fi, autrement, elle ne serait pas bonne catholique. Aucun de nous ne tient pour la vache à cola, répondit le pédant. Et nous serions flattés de nous ingurgiter cette merluche papale, mais corbache. Si ce mirifique poisson daigne sauter de la friture dans l'assiette, où nous allons nous dissiper en fumée comme larves et les murs, quand chante le coq et retourne le soleil. Il ne serait point décent de manger la friture avant le potage. Ce serait mettre culinairement la charrue avant les bœufs, fit maître Chirigiri d'un air de suprême dédain. Et vos seigneuries sont trop bien élevées pour se permettre des incongruités semblables. Patience. La garbure a besoin encore d'un bouillon ou deux. Corne du diable, du nombril du pape, beugla le tyran. Je me contenterai d'un brouet lacédémonien, s'il était servi sur l'heure. Le baron de Sigognac ne disait rien et ne témoignait aucune impatience. Il avait mangé la veille. Dans les longues disettes de son château de la faim, il s'était de longues mains rompu aux abstinences érémitiques de cette fréquence de repas. Et cette fréquence de repas, étonnait son sobre estomac. Isabelle, Séraphine, ne se plaignait pas, car la montre de voracité ne sied point aux jeunes dames, lesquelles sont censées se repaître de rosée et suc de fleurs comme avette. Le matamor, soigneux de sa maigreur, semblait enchanté, car il venait de resserrer son ceinturon d'un point, et l'ardillon de la boucle claquait librement dans le trou du cuir. Le léandre bâillait et montrait les dents. La duègne s'était assoupie, et sous son menton penché regorgeait en boudin 3 plis de chair flasque. La petite fille, qui dormait à l'autre bout du banc, s'était réveillée et redressée. On pouvait voir son visage, qu'elle avait dégagé de ses cheveux qui semblaient avoir déteint sur son front tant il était fauve. Sous le hâle de la figure perçait une pâleur de cire. Une pâleur mate et profonde, aucune couleur aux joues, dont les pommettes saillaient.
Sur les lèvres bleuâtres, dont le sourire malade découvrait des dents d'une blancheur nacrée, la peau se fendillait, en minces lamelles. Toute la vie paraissait réfugiée dans ses yeux. La maigreur de sa figure faisait paraître ses yeux énormes, et la large meurtrissure de bistre qui les entourait, comme une auréole, leur donnait un éclat fébrile et singulier. Le blanc en paraissait presque bleu, tant les prunelles y tranchaient par leur brun sombre, et tant la double ligne des cils était épaisse et fournie. En ce moment, ses yeux étranges exprimaient une admiration enfantine et une convoitise féroce, et il se tenait opiniâtrement fixé sur les bijoux de l'Isabelle et de la Séraphine, dont la petite sauvage, sans doute, ne soupçonnait pas le peu de valeur. La scintillation de quelques passementeries d'or faux, l'orient trompeur d'un collier en perles de Venise, l'éblouissait et la tenait comme en une sorte d'extase. Évidemment, il n'avait rien de sa vie, rien vu d'aussi beau. Ses narines se dilataient. Une faible rougeur lui montait aux joues, un rire sardonique voltigeait sur ses lèvres pâles, interrompu de temps à autre par un claquement de dents fiévreux, rapide et sec. Heureusement, personne de la compagnie ne regardait ce pauvre petit tas de haillons secoué d'un tremblement nerveux, car on eût été effrayé de l'expression farouche et sinistre imprimée sur les traits de ce masque livide. Ne pouvant maîtriser sa curiosité, l'enfant étendit sa main brune, délicate et froide, comme une main de singe, vers la robe de l'Isabelle, dont ses doigts palpèrent l'étoffe avec un sentiment visible de plaisir et une titillation voluptueuse. Ce velours fripé, miroité à tous ses plis, lui semblait le plus neuf, le plus riche et le plus moelleux du monde. Quoique le tact eût été bien léger, Isabelle se retourna et vit l'action de la petite, à qui elle sourit maternellement. Se sentant sous un regard, l'enfant avait repris subitement une niaise physionomie, puérile, n'indiquant qu'une stupeur idiote, avec une science instinctive de mimique qui eût fait honneur à une comédienne consommée dans la pratique de son art, et d'une voix dolente, elle dit en son patois : « C'est comme la chape de la Notre-Dame sur l'autel. » Puis baissant ses cils, dont la frange noire lui descendait jusque sur les pommettes, elle appuya ses épaules au dossier de la banquette, joignit ses mains, croisa ses pouces et feignit de s'endormir comme accablée par la fatigue. Mionnette, la grande fille hagarde, vint annoncer que le souper était prêt, et l'on passa dans la salle voisine. Les comédiens firent de leur mieux honneur au menu du maître Chiriguiri, et sans y trouver les exquisités promises, assouvirent leur faim, et surtout leur soif, par de longues accolades à l'outre presque désenflée, comme une cornemuse d'où le vent serait sorti. Ils allaient se lever de table lorsque des abois de chiens et un bruit de pieds de chevaux se firent entendre près de l'auberge. 3 coups frappés à la porte, avec une autorité impatiente, signalèrent un voyageur qui n'avait pas l'habitude de faire le pied de grue. La Mionnette se précipita vers lui, tira le loquet, et un cavalier, lui jetant presque le bâton à la figure, entra au milieu d'un tourbillon de chiens qui faillirent renverser la servante et se répandirent dans la salle sautant, gambadant, cherchant les reliefs sur les assiettes desservies, et en 1 minute, accomplissant avec leurs langues la besogne de 3 laveuses de vaisselle. Quelques coups de fouet vigoureusement appliqués sur l'échine, sans distinction d'innocents et de coupables, calmèrent comme par enchantement cette agitation. Les chiens se réfugièrent sous les bancs, haletants, tirant la langue, posèrent leur tête sur leurs pattes ou s'arrondirent en boule, et le cavalier, faisant bruyamment résonner les molettes de ses éperons, entra dans la chambre où mangeaient les comédiens avec l'assurance d'un homme qui est toujours chez lui quelque part qu'il se trouve.
Chirigiri le suivait, le béret à la main. D'un air obséquieux et presque craintif, lui qui cependant n'était pas timide. Le cavalier, debout sur le seuil de la chambre, toucha légèrement le bord de son feutre et parcourut d'un œil tranquille le cercle des comédiens qui lui rendaient son salut. Il pouvait avoir 30 ou 35 ans. Des cheveux blonds, frisés en spirale, encadraient sa tête sanguine et joviale, dont les tons roses tournaient au rouge sous l'impression de l'air et des exercices violents. Ses yeux, d'un bleu dur, brillaient à fleur de tête. Son nez, un peu retroussé du bout, se terminait par une facette nettement coupée. De petites moustaches rousses, cirées aux pointes et tournées en croc, se tortillaient sous ce nez comme des virgules, faisant symétrie à une royale en feuilles d'artichaut. Entre les moustaches et la royale s'épanouissait une bouche, dont la lèvre supérieure, un peu mince, corrigeait ce que l'inférieure, large, rouge et striée de lignes perpendiculaires, aurait pu avoir de trop sensuel. Le menton se rebroussait, brusquement, et sa courbe faisait saillir le bouquet de poils et de la barbiche. Le front qu'il découvrit, en jetant son feutre sur un escabeau, présentait des tons blancs et satinés, préservés qu'il était habituellement. Des ardeurs du soleil, par l'ombre du chapeau, et indiquaient que ce gentilhomme, avant qu'il eût quitté la cour pour la campagne, devait avoir le teint fort délicat. En somme, la physionomie était agréable, et la gaieté du franc compagnon y tempérait à propos la fierté du noble. Le costume, de nouveau venu, montrait par son élégance que du fond de la province, le marquis, c'était son titre, n'avait pas rompu ses relations avec les bons faiseurs et les bonnes faiseuses. Un col de poing, coupé, dégageait son col et se rabattait sur une veste de drap couleur citron, agrémentée d'argent, très courte et laissant déborder entre elle et le haut de chausse un flot de linge fin. Les manches de cette veste, ou plutôt de cette brassière, découvraient la chemise jusqu'au coude. Le haut de chausse bleue, orné d'une sorte de tablier en canon de ruban de paille, descendait un peu au-dessus du genou, où des bottes molles et ergotées d'éperons d'argent le rejoignaient. Un manteau, bleu galonné d'argent, posé sur le coin de l'épaule et retenu par une ganse, complétait ce costume, un peu trop coquet peut-être pour la saison et le pays, mais que nous justifierons d'un mot. Le marquis venait de suivre la chasse avec la belle Yolande. Et il s'était adonisé de son mieux, voulant soutenir son ancienne réputation de braverie, car il avait été admiré, au cours, la reine, parmi les raffinés et les gens du bel air. La soupe à mes chiens, un picotin d'avoine à mon cheval, un morceau de pain et de jambon pour moi, un rogaton quelconque à mon piqueur, dit le marquis jovialement, en prenant place au bout de la table, près de la soubrette, qui, voyant un beau seigneur si bien nippé, lui avait décoché une œillade incendiaire et un sourire vainqueur. Maître Chirigiri plaça une assiette d'étain et un gobelet devant le marquis. La soubrette avait la grâce d'une hébé, lui versa une large rasade qu'il avala d'un trait. Les premières minutes furent consacrées à réduire au silence les abois d'une faim de chasseur, la plus féroce des faims, égale, en âpreté, à celle que les Grégeois nomment boulimie. Puis le marquis promena son regard autour de la table et remarqua parmi les comédiens, assis près d'Isabelle, le baron de Sigognac, qu'il connaissait de vue et qu'il avait croisé en passant avec la chasse devant le char à bœufs. Isabelle souriait au baron, qui lui parlait bas, de ce sourire languissant et vague,
caresse de l'âme, témoignage de sympathie plutôt qu'expression de gaieté, auquel ne sauraient se méprendre ceux qui ont un peu l'habitude des femmes. Et cette expérience ne manquait pas au marquis. La présence de Sigognac dans cette troupe de bohèmes ne le surprit plus. Et le mépris que lui inspirait l'équipement délabré du pauvre baron diminua de beaucoup. Cette entreprise de suivre sa belle sur le chariot de Thespie, à travers le hasard des aventures comiques ou tragiques, lui parut d'une imaginative galante et d'un esprit délibéré. Il fit un signe d'intelligence à Sigognac pour lui marquer qu'il l'avait reconnu et comprenait son dessein. Mais en véritable homme de cour, il respecta son incognito et ne parut plus s'occuper que de la soubrette, à qui il débitait des galanteries superlatives, moitié vraies, moitié moqueuses, qu'elle acceptait de même avec des éclats de rire propres, à montrer jusqu'au gosier sa denture magnifique. Le marquis, désireux de pousser une aventure qui se présentait si bien, jugea à propos de se dire, tout à coup, fort épris du théâtre et bon juge en matière de comédie, il se plaignit de manquer, en province, de ce plaisir propre à exercer l'intellect, affiner le langage, augmenter la politesse et perfectionner les mœurs, et s'adressant au tyran, qui paraissait le chef de la troupe, il lui demanda s'il n'avait pas d'engagement qui l'empêchasse de donner quelques représentations des meilleures pièces de son répertoire au château de Bruyères, où il serait facile de dresser un théâtre, dans la grande salle ou dans l'orangerie. Le tyran, souriant d'un air bonasse dans sa large barbe de crin, répondit que rien n'était plus facile et que sa troupe, une des plus excellentes qui courussent la province, était au service de sa seigneurie. Depuis le roi jusqu'à la soubrette, ajouta-t-il avec une feinte bonhomie. Voilà qui tombe on ne peut mieux, répondit le marquis. Et pour les conditions, il n'y aura point de difficulté. Vous fixerez vous-même la somme, on ne marchande point avec Thalie, laquelle est une muse fort considérée d'Apollon, et aussi bien vue à la cour, qu'à la ville et en province, où l'on n'est pas si topinambou qu'on affecte de le croire à Paris. Cela dit, le marquis, après un coup de genou significatif à la soubrette qui ne s'en effaroucha point, quitta la table, s'enfonça son feutre jusqu'aux sourcils, salua la compagnie de la main et repartit au milieu des jappements de sa meute. Il prenait les devants pour préparer au château la réception des comédiens. Il se faisait déjà tard et l'on devait repartir le matin de très bonne heure, car le château de Bruyères était assez éloigné et si un cheval barbe peut, par les chemins de traverse, franchir aisément une distance de 3 ou 4 lieues, un chariot pesamment chargé et traîné sur une grande route sablonneuse par des bœufs déjà fatigués, y met un espace de temps beaucoup plus considérable. Les femmes se retirèrent dans une espèce de soupente où l'on avait jeté des bottes de paille. Les hommes restèrent dans la salle, s'accommodant du mieux qu'ils purent sur les bancs et les escabeaux. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À très bientôt.